Bonjour Alexia, Bonjour. merci de nous recevoir et de partager avec nous ton histoire. Grâce au don d'organes, 5634 personnes ont été sauvées en 2023. Tu fais partie de ces personnes qui ont pu bénéficier d'une greffe d'organes. Euh, on va revenir un petit peu sur ton parcours de greffe, de greffé, ce qui a entraîné le fait que tu puisses être inscrite sur une liste d'attente de greffe, que tu puisses bénéficier de celle-ci. Quel a été initialement le départ de tout ce parcours, la maladie, qu'est-ce qui a amené en tout cas à ce que tu puisses bénéficier de ce don? Alors, je suis née avec une malformation cardiaque congénitale. Ça s'appelle une CIV, donc une communication interventriculaire. En gros, c'est comme si j'avais un trou dans le cœur. Donc, le sang ne pouvait pas s'oxygéner correctement. Donc, j'ai pu vivre comme ça plusieurs années, jusqu'à peu près mes 16-18 ans, où tout s'est bien passé, tout se passait relativement bien. J'allais une fois par an à l'hôpital pour contrôler. Et puis un jour, tout s'est accéléré. J'ai commencé à faire des malaises, j'ai commencé à me sentir de plus en plus fatiguée. Ma vie en général était faite de... Je pouvais pas trop pratiquer le sport, des choses comme ça. Monter des escaliers, c'était compliqué mais faisable. J'étais très essoufflée. Mais à partir de mes 20 ans, à peu près, juste monter un étage, je pouvais me faire perdre connaissance. Ton état se dégrade, les malaises sont de plus en plus fréquents, la fatigue très présente, pour aboutir à la mise sous assistance médicamenteuse par perfusion. Exactement. En fait, comme je faisais de plus en plus de malaise, ma cardiologue de l'époque a décidé de poursuivre des traitements un peu plus lourds pour pouvoir me faciliter la vie. Donc, elle m'a parlé de cette fameuse perfusion. Donc, en fait, j'avais un cathé central relié en permanence sur moi, relié à une petite pompe qui m'injectait un produit qui aidait mon cœur à pouvoir contracter plus facilement et arrêter les malaises. Certains ont leur vie qui tient à une machine. Toi, ta vie tenait alors à une machine, mais à une perfusion. Exactement. Exactement. Je la portais dans un petit sac. Tout le temps, En 24 sur permanence. 24. Ouais. Sans pause aucune possible entre eux. Il fallait pas qu'il y ait d'arrêt, en fait. Non, le moindre arrêt pouvait me déclencher des malaises, des pertes de connaissance. Comment as-tu vécu cette dépendance, en fait, aux médicaments? Parce que tu avais une vingtaine d'années, c'est ça que tu dis? Oui, j'avais une vingtaine d'années. Je l'ai vécu un peu comme une injustice parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée plus malade que ce que je pensais. Du coup, ne plus pouvoir trop s'éloigner de mon lieu d'habitation parce que du coup, à tout moment, s'il y avait un problème, il fallait que je puisse être pas loin de l'hôpital. Être toujours dépendante de ce produit, ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir sortir comme je voulais. À 20 ans, c'est vrai que c'est compliqué, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Et puis, on a envie de vivre normalement à 20 ans. On t'a limité, en fait, dans tout. Enfin, cette perfusion te limitait dans tous les aspects de la vie d'une jeune femme de 20 ans. C'est ça. C'est aussi le moment où tu as inscrit sur liste d'attente. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, j'avais fait mon énième malaise. Donc, je me retrouve à l'hôpital. L'hôpital, à l'époque, pense me laisser sortir, mais moi, je savais très bien ce qui allait m'arriver. Donc, je leur dis d'appeler ma cardiologue de Paris. Et donc, je savais très bien ce qu'elle allait leur annoncer. Donc, ils me transfèrent en hélicoptère en soins intensifs dans cet hôpital-là. Donc, je me retrouve perfusée à cet appareil. Et en fait, chose qu'on ne m'avait jamais dit, c'est la première fois que j'entendais parler, que j'allais être greffée. Donc, je m'étais préparée au fait que j'allais avoir cet appareil, mais je n'étais pas prête à avoir une greffe. Donc là, on m'annonce que je vais avoir une greffe. Je refuse. Je leur dis que c'est impossible, qu'ils ont dû se tromper, que je suis trop jeune, que c'est pas possible d'être limite en fin de vie à 23 ans, quoi. Enfin, donc voilà, donc il me dit peut-être que tu veux que j'appelle tes parents. Je dis bah oui, j'en serais capable de leur annoncer ça. Enfin, voilà. Donc, c'était l'annonce. On savait pas ce qui arrivait, quoi. C'était vraiment. Et ça n'avait vraiment, enfin, jamais ils avaient, dans l'expectative, en tout cas, personne n'avait prononcé en fait C'est ça paraissait. Enfin,
Ça avait été évoqué, mais moi, je m'étais dit, ça va pas m'arriver à 20 ans. Enfin, au pire, peut-être qu'à 50 ans, je serai greffée. Enfin, mais on n'est jamais rentré dans le sujet. Donc, en fait, c'était très... je sais plus comment on dit. C'était très... Loin, c'était très... Voilà, c'était pas quelque chose qui pouvait... Très abstrait, très abstrait, ça va pas m'arriver. La pompe va suffire et puis on verra bien, quoi. Donc, bouleversement, j'imagine. Enfin, là, c'était c'était un refus. Donc, refus. Et comment les équipes réagissent, en fait, face à ce refus comment... Parce que j'imagine que c'est pour eux pas une première fois. Je pense. Comment tu as été accompagnée, en fait, dans ces moments-là Est-ce qu'il y a un délai d'attente Est-ce qu'on te soutient Honnêtement, c'était une très bonne équipe de soins intensifs, des infirmières au top, très à l'écoute. J'ai pu beaucoup discuter avec elles. Je me fais suivre par une psy, forcément, parce que de toute façon, déjà dans le protocole, il y a l'étape psy. Je lui explique qu'en fait, je me sens trop jeune pour être greffée et que pour moi, ça me semble bizarre, parce qu'en plus, on n'en a jamais parlé, donc pourquoi on m'en parle du jour au lendemain? Enfin, c'était vraiment très bizarre dans ma tête. Et puis après, finalement, tu es toute seule sur ton lit d'hôpital, donc tu comprends, tu as les médecins qui viennent te voir, qui t'expliquent que tu arrives en fin de vie et que si tu n'as pas cette greffe-là, tu vas mourir. Donc, les choses se concrétisent. Voilà, au bout d'un moment, tout se met en place. Tu te dis, oui, peut-être que j'ai besoin. Puis après, tu te dis, oui, mais en fait, ça veut dire que quelqu'un va mourir pour que toi, tu puisses vivre. Donc, cette sensation-là était très bizarre. Et par contre, à côté de ça, ils ne sont pas pressants. Ils m'ont laissé le temps de faire mon chemin, tranquillement. Ça a duré plusieurs semaines. Et puis, un jour, j'ai été prête. Je leur ai dit, c'est bon, vous pouvez m'inscrire. Et puis, après, je suis sortie de l'hôpital. Par contre, j'avais aussi l'étape où la perfusion, le traitement, l'éducation pour me servir toute seule de cette fameuse pompe. Le retour à domicile n'était pas si simple. Donc, tu repars avec la pompe, la gestion de la pompe, enfin, accompagnée par le personnel soignant, etc. Mais à la maison, donc tu reprends ton... Et puis, il y a quand même cette étape d'inscription, liste super urgence, où là, tu vas en consultation et on te garde hospitalisé. Voilà, donc là, après, il y a eu plusieurs étapes. C'est passé 2 ans entre le moment de la pose de cette pompe et la liste de super urgence. Donc pendant 2 ans, je fais des allers-retours tous les 3 mois à l'hôpital. Donc je suis dans 2 hôpitaux différents. L'un pour ma pompe et l'autre pour la future greffe. Je passe 2 ans relativement stable. Je me fais l'idée de ma pompe, tout se passe bien. Et un jour, les malaises reviennent. Donc c'est la maladie. En fait, cette maladie-là, c'est un peu aussi par palier. Donc j'avais repris un palier dans la maladie. Donc du coup, je suis en consultation avec mon pneumologue 3 mois plus tard. Donc je lui explique que je me sens pas bien, que j'ai l'impression d'être revenue 2 ans en arrière, que la pompe ne fonctionne plus, que l'autre hôpital ne veut pas m'écouter et que je sais qu'il y a un problème et qu'il faut qu'il m'aide, quoi. Et donc du coup on fait des examens et ils s'aperçoivent qu'en fait j'ai un épanchement péricardique, donc j'ai de l'eau autour de mon cœur. Donc il me dit, bon, je pense que tu sais ce que je vais te dire. Donc je comprends tout de suite que je vais être en super urgence. Je rentre chez moi, je fais mes affaires et le lendemain, je retourne à l'hôpital et je ressortirai que le jour où je serai greffée. Et là, l'attente à l'hôpital, la possibilité de vie par la disparition d'un ou d'une autre. On est dans quelle pensée sur cette période-là d'hospitalisation où on attend à l'hôpital, en fait? En fait, c'est particulier parce que tu as l'impression d'attendre que quelqu'un meure. Donc, c'est particulier quand même comme sensation. Il y a aussi de l'excitation parce qu'en fait, je me dis que ça y est, ça va enfin arriver. Parce que finalement, au bout de 2 ans, on se dit que finalement, ça ne viendra peut-être jamais et que ça va durer combien de temps. Enfin, c'est qu'en fait, je finissais par oublier que j'étais même en attente de greffe. Et tu avais cette perfusion. Donc là, en fait, tu passais aussi une étape. C'est ça. Alors, le fait d'être inscrit sur liste de super urgence. C'est ça. Donc après, j'arrive à l'hôpital, je suis hospitalisée en soins intensifs, alitée. Donc j'ai 25 ans, je suis alitée, je ne peux pas bouger. Bref.
J'ai toujours cette pompe, par contre, parce que ça n'empêche pas qu'elle, faut qu'elle fasse son job à m'aider à pouvoir contracter mon cœur, parce que j'arrive à l'hôpital, mon cœur fonctionne plus qu'à 60%. Il y a un des ventricules qui est en train de s'arrêter de battre, donc ça devient quand même très compliqué. Ça, tu l'entends, tout ça, tu Oui, en es consciente. oui, et puis de toute façon, je le ressens. C'est une nécessité de toute façon que tu sois là. Voilà, et je le ressens. De toute façon, je sais très bien qu'il y a un problème et que le quotidien devient super lourd, que c'est compliqué de manger, parce que même de manger, c'est fatigant, que de me laver toute seule, c'est même épuisant, que je peux même plus aller aux toilettes toute seule parce que c'est trop épuisant d'aller aux toilettes. Et j'en étais consciente, mais c'est vrai que... Il y a ce délai en fait, qu'on ne peut pas te donner. C'est ça. Ok, tu es inscrite sur la liste super d'urgence. Voilà. Alors, du coup, c'est un délai qui est dépendant de quelque chose, de personnes, en fait, dépendant en effet, comme tu l'as dit, du départ de quelqu'un, de la mort de quelqu'un. Et ça fait deux composantes quand même un petit peu importantes en plus à gérer. C'est compliqué parce que quand ils m'inscrivent en liste de super urgence, ça fait quelques mois où la loi a changé sur le protocole pour les cœurs-poumons. Donc en fait, j'ai la chance d'être en super urgence en illimité durée de temps. Par exemple, les poumons, c'est 2 fois 15 jours. Et une fois que ce délai est passé, on retourne sur la liste normale. Moi, du coup, je savais que je ne retournerai jamais juste sur la liste normale. Dans tous les cas, je serai prioritaire. Et dans tous les cas, je serai greffée. Il te fallait cette greffe. Voilà. Et enfin, la greffe, ce don imprévisible qui prolonge ta vie, arrive. Cette nouvelle, ce coup de fil. Alors, coup de fil non, puisque tu étais hospitalisée. Mais cette agitation soudaine, tu m'as parlé de cette agitation soudaine, en fait, dans le service, au moment où ils reçoivent, en fait, un appel signalant la possibilité, en tout cas, d'une greffe pour toi. C'est ça. En fait, il se passe 3 mois, quand même. Donc, je commence quand même un peu à désespérer. Et je me rappelle, ce matin-là, il y avait le pneumologue qui était venu me voir et je lui ai dit, franchement... c'est long, hein. J'ai peur que ça m'arrive pas, j'ai peur que je passe à côté parce que malheureusement, il faut quand même qu'il y ait ce don. Et il me disait non, t'inquiète pas, je reviens du centre, ceux qui gèrent les greffes. Tu es en tête de liste, hein, tu vas être la prochaine, t'inquiète pas, ça va arriver. En fait, c'est ton état, hein, je rappelle juste que c'est ton état qui te mettait en tête de liste. C'est-à-dire qu'on n'est pas des numéros. Non. Il n'y a pas on passe les gens par-dessus, c'est la gravité de l'état. Il y a beaucoup de critères qui font qu'on est en tête de liste ou pas. Hein. Effectivement, on n'est pas en tête de liste comme par hasard. Et donc, voilà, donc il me dit ça. J'essaye d'y croire, hein, mais bon, chaque matin, quand je me réveille, il n'empêche qu'on n'est toujours pas venu dans ma chambre pour me dire que je suis greffée. Donc, le matin est très compliqué d'ailleurs à l'hôpital parce que du coup, je me réveille en me disant ça. Bon, une journée de plus. Et du coup, on est sur... et ce jour-là, on est sur un jour très agité. Et le soir, il est minuit à peu près. Ça frappe à ma porte. L'infirmière fait sa ronde, comme d'habitude. Et puis finalement, je vois qu'elle n'est pas toute seule. Il y a tout un tas de personnes qui rentrent. Et là, je comprends que c'est le grand jour. Et forcément, c'est génial, tout va bien. On est parti, quoi. Et d'un seul coup, tout s'emballe. Tout le processus se met en place. J'imagine qu'on n'a pas le temps de réfléchir à ce qui se passe. On se laisse porter. Voilà. On te dit, tu pars. Donc, tu pars. Hein, le SAMU vient te chercher. Tu arrives à l'hôpital. On te prend en charge directe, hein, forcément. On t'explique plein de choses, on te fait signer des papiers, et puis faut attendre que le greffon arrive. Voilà. La partie, j'allais dire, opératoire, tu ne la vis pas, bien sûr. Enfin, tu la vis, mais bien sûr, tu ne la vois pas. Et le réveil qui doit être un petit peu surprenant, compliqué. Je ne sais pas quel terme, en tout cas, tu y mettrais, en fait. Déstabilisant, je dirais. Voilà, tu pars au bloc, on t'explique que on va t'endormir, que le greffon arrive, il sera là dans une demi-heure, ok, tu t'endors, et puis tu te réveilles, tu es encore un peu vaseuse, forcément tu es attachée dans ton lit, hein, parce que tu es encore intubée, donc tu comprends que ça a été fait,
t'as un peu mal partout, donc tu te dis, c'est bon, ça a dû vraiment être fait. Tu vois du monde qui rentre dans ta chambre, t'es là, mais t'es pas là, tu te rendors, tu te réveilles, enfin, c'est compliqué. Je comprends très vite que ça s'est bien passé. Mes parents viennent me voir, m'expliquent que ça s'est super bien passé. Donc, voilà, c'est génial. Et puis, Mais tu as ce petit intervalle de date, oui, tu m'as qui me dit, perturbe qui te énormément. perturbe beaucoup. Parce quand on est inscrite sur la liste de greffe, on nous explique tout un protocole qui va se passer. Et en fait, on m'explique que je vais faire du coma artificiel jusqu'à 3 jours. Donc pour moi, je me mets en tête que je vais faire du coma pendant 3 jours. Et mes parents donc, sont là, et je demande la date. Et elle ne correspond pas à la date que je m'étais mis en tête. Et en fait, je pense qu'avec anesthésie, avec tout ça, je bloque là-dessus et j'arrive pas à m'en défaire de cette idée. Et j'ai du mal à croire que du coup, c'est vraiment fait. J'ai l'impression que du coup, on m'a juste endormie et qu'en fait, c'est pas fait. Ça me perturbe énormément. J'ai Oui, tu as beaucoup de plein mal. d'idées Ouais. qui se croisent parce que tu es consciente des douleurs que tu as qui correspondent à ce qui pourrait correspondre en fait à la greffe que tu viens d'avoir. Cœur-poumon, je te rappelle quand même, qui est quelque chose de très important aussi, comme toutes les greffes. Oui. Et en même temps, voilà, il y a cette histoire de date qu'on te donne. Tes parents qui t'annoncent autre chose. C'est très perturbant. Cette scène-là, d'ailleurs, ma mère me la rappelle souvent. Parce que du coup, c'est vrai que c'était un peu sorti de son contexte, parce que finalement, je m'acharnais à vouloir savoir la date. Et comme la date ne me convenait pas, je redemandais toujours. Enfin, c'était, ouais. En fait, tu n'étais pas focus sur Non, l'intervention. Tu étais focus sur la date. C'est ça. Comment accueille-t-on cet autre dans son corps? Quelle pensée, parce qu'il y a toute cette phase quand même où tu restes hospitalisé après l'intervention. Quelle pensée nous traverse l'esprit sur son donneur? Est-ce que c'est spontanément là qu'on y pense? Alors, j'y ai pas pensé spontanément. En fait, c'est très abstrait. Quand je me réveille, c'est très abstrait parce que moi, je suis toujours intubée parce qu'il y a eu des petites complications au bloc. Bon, rien d'important, mais voilà. Je me retrouve encore intubée pendant 48 heures. Et donc, très compliqué, très inconfortable, attachée dans ton lit. Enfin, c'est pas une période super. Et à un moment donné, on te désintube et tu remanges pour la première fois. Et là, tu te rends compte que tu n'es plus essoufflé quand tu manges. Donc, tu comprends que c'est vraiment arrivé. Et tu redécouvres des sensations et des fonctions. Oui, exactement. Que tu avais perdues au fil du temps. Ouais, c'est ça. C'est comme si je réapprenais à manger. C'est un peu bizarre comme sensation. D'ailleurs, je me suis souvent mise à pleurer devant les infirmières quand je mangeais parce que ça paraît tout bête comme ça. Mais en fait, c'était comme si je réapprenais des choses, comme si je me redécouvrais. C'était très bizarre comme sensation. Après, la convalescence se passe bien et rapide. Pour le coup, une fois que j'ai été désintubée, je me suis levée, je crois, l'après-midi qui a suivi. Ils m'ont mis au fauteuil. Ça faisait très mal parce que on est très douloureux. La cage thoracique est quand même ouverte. Et puis, en fait, dès le lendemain, la kiné vient et c'est marche. Et on marche. Et ça fait que 3 jours que tu es greffé et tu marches. Et tu découvres qu'il y a des couloirs dans l'hôpital. Voilà, parce que qui reste dans une chambre d'hôpital depuis 3 jours, là, tu vois que il y a des couloirs. Donc, je fais le tour des couloirs. Donc, ça, c'est génial. Ça fait du bien de pouvoir enfin sortir de sa chambre. Et puis, en fait, tout s'accélère parce que finalement, la kiné dit que je peux aller en chambre normale. Donc, tout se passe bien. Les résultats sont très bons. Donc, je vais en chambre normale. Et, j'ai 5 jours de greffe. Je me retrouve dans ma chambre. Et tu quittes l'hôpital au bout de combien de jours? Au bout de 15 jours de greffe. Parce que tout se passe bien. Les médecins ne voient pas l'intérêt de me garder. Je ne suis pas spécialement douloureuse. Je réagis bien au traitement. Le facteur H pour eux a une importance, j'imagine. Oui. Et aussi l'organe, parce que le cœur-poumon va être plus facile à greffer que seulement les poumons. Le bloc entier va avoir plus des résultats positifs
pour la convalescence. D'accord. Ce don dont tu as bénéficié, a-t-il cessé à un moment donné d'être un don? Comment t'es-tu approprié, en tout cas, ces greffons Alors, les premières semaines, c'est clairement un cadeau. C'est vrai que dans ma tête, ça a été voilà, on m'a sauvé la vie. Enfin, c'est le cadeau. On ne peut pas te faire un plus grand cadeau que ça. Et puis, les semaines ont passé. Tu penses beaucoup à ton donneur. Hein, c'est pas que tu y penses, mais c'est que tu le remercies énormément, hein, qu'il soit. Voilà. Et en fait, les semaines passent, les années passent. Et en fait, finalement, après, au bout d'un moment, tu oublies que c'était pas ton cœur d'origine. Et il faut que tu avances dans ta vie. Voilà, c'est ça. Et bien sûr qu'il y a des choses, il y a des moments de vie qui me font penser que du coup, j'ai été greffée et que je le remercierai jamais assez. Mais maintenant, en fait, si on m'en parle pas, c'est forcément mes organes. Je suis plus sur ce cadeau. Est-ce que la greffe a influencé ou remanié, en fait, justement, tes projets de vie, à ce moment-là? Tu as vu les choses peut-être différemment, ton futur, des perspectives, en fait, que tu avais? Je pensais que ça allait me changer. Je pensais que j'allais croquer la vie à pleines dents et me dire je vais faire tout ce qui est possible et inimaginable. Et en fait, non, j'ai simplement continué ma vie. En fait, tous les projets que j'avais dans ma tête, je les ai enfin concrétisés. En fait, j'ai juste suivi, j'ai juste continué ma vie. T'as pas fait des J'ai choses pas, non, je me suis pas transformée. J'ai pas transformé ma vie. Je suis pas devenue quelqu'un d'autre. En fait, j'ai juste continué ma vie. J'ai pu enfin profiter de la vie en partant en voyage, en faisant plein de choses. J'ai pu retravailler, j'ai pu changer de métier, j'ai pu m'épanouir, j'ai pu me marier, j'ai pu avoir. Je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Ça ne m'a pas transformée. Ma greffe ne m'a pas changée. Non, je suis restée la même personne. J'ai juste pu concrétiser. C'est important d'être là-dessus parce qu'en fait, il y a toute cette symbolique du cœur notamment, miroir des sentiments, voilà, et plein de on-dit, d'idées reçues là-dessus. Oui, en fait, les personnes greffées, tout d'un coup, n'ont pas les mêmes sentiments. Voilà, tu m'en as un petit peu parlé par rapport à ton entourage qui peut-être avait à un moment donné, est-ce que tu te souviendras, est-ce que tu auras les mêmes sentiments? C'est quelque chose qu'on m'a souvent posé comme question et qu'on me pose encore. Non, j'ai pas. Pour moi, je n'y crois pas aussi. Donc, pour moi, en fait, les sentiments, ils sont dans la tête et non dans le cœur. Et pour le coup, j'ai jamais rien ressenti. Alexia, pour avant moi, greffe. ouais, c'est ça. Pour moi, je suis toujours la même. J'ai pas eu le sentiment de changer, d'être une autre personne. C'est bien de le rappeler parce que c'est vraiment important pour pas que ça. Oui. Créer je pense réellement que c'est des fausses idées. Tu es maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Quand on t'a parlé de la greffe, alors tu étais sur les 20 ans? Oui, c'est ça, j'avais un peu plus de 25 ans. Est-ce que tu as eu ce questionnement sur la possibilité de grossesse? Oui, ça a été. J'avais un désir d'enfant depuis toujours. Je fais partie des femmes qui ont toujours voulu avoir des enfants. Et ça a été une des premières questions que j'ai pu poser à mon pneumologue, effectivement. Parce qu'après greffe, forcément, il venait tous les jours me voir. Et puis un jour, je lui ai dit faut que je vous pose la question, parce que vous savez très bien que j'en veux. Et je lui ai dit ça va être enfin possible, du coup. Et il m'avait dit oui, dans quelques années, on en rediscutera, on fera en sorte. Et effectivement. Un beau petit garçon. La greffe, ok. On parlait de tout ce qui accompagne. Tu as parlé de la rééducation. Mais c'est aussi accepter les traitements qui vont avec. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé que c'était un package. En fait, quand tu signais les documents pour la greffe, en fait, tu signais aussi le fait que tu t'engageais. Enfin, tu t'engages en fait. C'est aussi un engagement. Si c'était peut-être pas sur le papier, c'était au moins moralement en tout cas. Oui, c'est ça. On va pas. Tu reçois quand même un très beau cadeau. Tu vas pas tout gâcher. Le cadeau qu'on vient de te faire. Enfin, pour ton donneur, c'est un minimum quand même de respect, de faire attention à toi et à ta greffe. Et donc oui, la greffe, ça implique des suivis à l'hôpital tous les 3 mois.
4 mois en fonction des dates. Toujours. Après 8 ans. Après 8 ans. Ouais. C'est des traitements matin et soir. C'est une dizaine de comprimés tous les jours. À ne pas oublier. À ne pas oublier, hein, mais ça fait partie du truc. Et je dirais pas que c'est facile, mais en fait, il faut juste pas réfléchir et les prendre. Voilà. C'est rentré dans ton... C'est mes habitudes, c'est à telle heure on prend, et voilà. On a parlé aussi de cette période où, après greffe, tu as très vite accepté tout ce qui s'est passé, tes greffons, l'appropriation. Oui. Voilà, et qu'en fait, il y a eu ce contre-coup. Oui. À 2 ans. Oui. De la greffe. Exactement. Qui n'est pas apparemment une surprise parce que c'est quelque chose qui arrive couramment. Moi, c'est courant. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à continuer, à avancer, on y va. Et je pense que j'ai fait comme un petit déni, en fait. Tout allait bien. Puis du jour au lendemain, c'est vrai que j'ai eu des idées un peu noires. Je ne savais pas de quoi ça venait, je ne comprenais pas parce que tout allait bien dans ma vie. J'étais heureuse, voilà, tout est en bonne santé, tout va bien. Et puis, ce petit coup de déprime bizarre. Et puis, j'ai fini par en parler au pneumologue. Et il m'a dit, la plupart des greffés ont besoin d'un suivi, donc ça serait bien quand même que tu te fasses suivre. Donc, j'ai été suivie par une psychologue de l'hôpital qui est spécialisée, du coup, dans les greffes. Et effectivement, elle m'a dit, en fait, c'est juste que c'est le contre-coup. Ça y est, tu es en train d'accepter réellement ta greffe. Tu pensais l'avoir fait, mais ça se fait que maintenant. Donc moi, ça a mis du temps. Il y en a certaines, c'est quelques mois après. Moi, ça a mis 2 ans. La période de Covid a dû être particulièrement stressante. Oui. Est-ce que tu faisais partie des personnes à haut risque? Et parce qu'en fait, le problème de l'hôpital, c'est qu'ils ont tendance à nous faire peur. Alors, je pense que du coup, c'est pour qu'on puisse faire attention, pour bien nous mettre en garde. Mais en fait, ils nous stressent plus qu'autre chose. Et c'est vrai que cette période-là était très compliquée. Je ne suis pas sortie de chez moi pendant 3 mois. Hein. J'ai vraiment respecté. J'étais très stressée. Mon mari, quand il allait faire les courses, on désinfectait les courses. C'était une période très compliquée. J'ai eu du mal quand on a été autorisé de ressortir. J'ai eu du mal, j'ai fait 1 mois de plus, donc je suis même restée 4 mois sans sortir. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais il faut quand même que je retravaille. J'étais masquée, gantée, j'étais très flippée. Nous sommes à 8 années et demie de la greffe. Comment te sens-tu maintenant, là, aujourd'hui? Très bien, mais en même temps, ça fait 8 ans que je me sens très bien. J'ai pas eu de grosses complications. Je me sens normale, en gros. Je sais pas comment expliquer. C'est normal. Voilà. La vie continue. La vie continue, exactement. Parler du don d'organes à ses proches, à ses amis, c'est souvenir que nous sommes tous mortels et d'envisager sa propre mort. C'est quelque chose qui est pas évident, on sensibilise. Il y a quand même toutes ces campagnes de sensibilisation autour de don d'organes. Est-ce que ton histoire a permis une réflexion de ton entourage, de tes amis, de tes collègues, tes proches, sur le don d'organes et de tissus? Oui, après la discussion, en général, quand je dis que je suis greffée, la discussion vient. Elle vient naturellement. Mes proches, déjà de base, n'étaient pas des gens qui étaient contre. Donc, pour eux, ça a juste confirmé leur choix. Qu'un jour, s'ils peuvent, ils le feront. Après, je ne suis pas quelqu'un qui en parle beaucoup de ma greffe. Donc, je n'ai pas l'occasion de beaucoup aborder ce sujet. C'est important, en tout cas, que tu aies pu en discuter quand même, en parler. Tu as probablement fait passer des messages. Oui. Parce qu'on a quand même 80% des Français qui se disent favorables au don d'organes. Et il y en a moins de 1 sur 2 qui en a déjà parlé avec son entourage. Ce qui est une contrainte supplémentaire, en tout cas, quand il y a une décision à prendre. Donc, c'est important, en tout cas, et que cette interview, j'espère qu'elle permettra, en tout cas, de te faire passer des messages. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Alexia. Pas toujours simple d'en parler. Non, pas toujours. Merci de ce temps privilégié, en tout cas, que tu nous as accordé.
et puis de ta sincérité, en tout cas dans les réponses que tu as données, et en effet, de nous avoir livré un petit peu comme ça, même avec les sentiments un petit peu qui peuvent être compliqués à gérer. Merci beaucoup, Alexia. Merci à vous.